Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors cet épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 47 qui s'étale du 18 au 24 novembre et plus particulièrement du Microsoft Ignite. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, comme je l'ai mentionné en introduction, aujourd'hui je vais me concentrer uniquement sur les annonces de l'Ignite. Et vous pouvez vous asseoir parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Je vous propose donc de débuter avec les annonces en JA. Alors, pour les utilisateurs de Azure AI Foundry, sachez qu'un centre de gestion fait son apparition. Désormais, les équipes de développement, d'exploitation et de conformité peuvent facilement créer, gérer et auditer les hubs, les projets et les ressources de leurs organisations à partir du portail Azure AI Foundry, ce qui évite de se rendre sur le portail Azure. À partir du centre de gestion, donc qui, vous l'aurez compris, c'est une page dédiée, les utilisateurs obtiennent un aperçu des détails clés de l'abonnement, tels que les privilèges d'accès, l'utilisation des quotas et les ressources connectées pour garantir la conformité de vos projets. Toujours sur Azure AI Foundry, où les métriques de qualité, c'est un drôle de nom d'ailleurs, font leur apparition via le SDK Azure AI Foundry. L'idée est d'évaluer les modèles et applications textuelles par rapport aux mesures clés de performance et de qualité. Microsoft Fabric continue d'évoluer en se parant d'un catalogue OneLake qui est une solution complète pour explorer, gérer et gouverner l'ensemble de votre parc de données Fabric. Ce dernier est fourni avec deux onglets, Explore et Gouverne, qui peuvent aider tous les utilisateurs de Fabric à découvrir et à gérer des données fiables, ainsi qu'à fournir une gouvernance aux propriétaires de données avec des informations précieuses, des actions recommandées et des outils. Et cerise sur le gâteau, étendre les fonctionnalités du catalogue OneLake en le connectant à la solution Microsoft Purview Data Governance. Toujours sur Microsoft Fabric, où l'équipe produit annonce le monitoring des workspaces. Cette fonctionnalité est conçue pour permettre aux utilisateurs d'afficher des journaux de diagnostic détaillés et des métriques sur leur workspace afin de résoudre les problèmes de performance, performance de capacité et de temps d'arrêt des données par exemple. De plus, Fabric fournira une base de données Event House KQL en lecture seule des journaux que les utilisateurs peuvent interroger ad hoc, analyser les modèles et les anomalies ou enregistrer les requêtes redirigées sous forme d'ensemble de requêtes. Nous en parlions il y a quelques mois, le plan de consommation Flex débarque sur les Azure Functions. Ce dernier s'appuie sur le modèle de facturation serverless en consommation à la seconde avec une mise à l'échelle automatique. Il permet notamment d'effectuer des intégrations avec le VNet, garantissant une communication sécurisée et privée. Toujours sur AKS, où l'équipe produit annonce la prise en charge de la version 9 de .NET, notez que c'est actif pour les workers Windows et Linux pour les plans consommation, Elastic Premium et App Service. Côté Azure Virtual Machine, deux nouvelles séries, à savoir DA, EA, FAV6, font leur apparition. Ces VM se composent de nouvelles séries DAS V6 et DAL SV6 à usage général et la nouvelle série de VM EAS V6 qui est à mémoire optimisée et aux nouvelles séries FAL SV6, FAS V6 et FAM SV6 qui sont pour le calcul optimisé. Du côté de Virtual Machine Scale 7, l'équipe produit annonce les pools de secours. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un pool de VM déjà provisionné que vous utiliserez lorsque vous aurez besoin d'ajouter des VM à votre pool. L'idée est de réduire le temps alloué au provisionnement puisque ces VM sont déjà prêtes. Vous avez le choix de les laisser en état de fonctionnement ou de les arrêter, ce qui est préférable pour éviter de payer des ressources que vous n'utilisez pas.
Ce n'est pas tout côté Virtual Machine Scale 7 puisque l'option Max Search permet de créer des instances Parlo à l'aide du dernier modèle. Ainsi, lorsque les instances sont prêtes à l'emploi, elles commencent à recevoir du trafic. Ensuite, les instances appartenant à un lot qui a été provisionné avec un ancien modèle sont supprimées, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble des instances ait été mis à jour. On continue avec les FMSS et notamment les stratégies de mise à niveau qui sont au nombre de 3. La première, Automatic Upgrade Policy, qui met à jour les instances sans ordre de préférence et potentiellement en même temps. Cela peut être parfait pour les machines de test comme celles de DevTest pour lesquelles il n'y a pas de criticité en dehors des heures de travail, par exemple. La deuxième, Manual Upgrade Policy, où vous choisissez quand sont mises à jour les instances et donc vous qui avez un contrôle complet. Et enfin, Rolling Upgrade Policy, où la mise à jour des instances est progressive et effectuée par lot, ce qui vous permet de définir exactement ce que vous souhaitez faire avec par exemple la taille du lot, le pourcentage maximal d'instances à mettre à jour. Bref, vous l'aurez compris, cette stratégie est parfaite pour les environnements de production ou critiques où vous avez toujours besoin de VM disponibles pour éviter des interruptions de service pour vos clients. On n'en finit plus avec Virtual Machine Scale 7 puisque l'équipe produit annonce la fonctionnalité d'extension zonale. Cette dernière vous permet ainsi soit de passer d'une stratégie de résilience régionale à une stratégie de résilience zonale, ou bien d'ajouter des zones supplémentaires à vos instances sans avoir besoin de les supprimer et de les recréer, ce qui est quand même top. Parlons à présent des VM Spot qui proposent le Placement Score, qui va évaluer la probabilité de réussite de déploiement de vos VM. Comme vous le savez, la disponibilité des VM Spot peut varier en fonction de la taille, de l'emplacement, de l'heure de la journée, bref, de plusieurs paramètres. Et bien là, l'idée est de vous communiquer en amont les informations afin de voir si le déploiement de vos ou votre VM passera. Vous aurez notamment une évaluation claire de la probabilité de réussite de vos déploiements spot en fonction des paramètres que vous aurez précédemment définis. Vous pourrez identifier la combinaison la plus appropriée de régions et de taille de VM pour maximiser la disponibilité et la survie de celle-ci. Bref, vous ne lancerez plus votre déploiement en vous rangeant les ongles pour savoir si celui-ci passera ou non. Alors, parlons maintenant un peu de conteneurisation avec le service Azure Container Apps qui propose les sessions dynamiques. Alors, ces sessions offrent un accès rapide à des environnements sandbox sécurisés, idéaux pour exécuter du code ou des applications nécessitant une forte isolation des autres charges de travail. Il existe d'ailleurs deux modes, le mode Code Interpreter Sessions, où pour démarrer, vous pouvez exécuter du code Python à l'aide de packages Python. D'autres langages et runtime seront prévus à l'avenir, ou alors le mode Custom Container Sessions, qui propose un conteneur personnalisé pour créer un interpréteur adapté à vos besoins spécifiques, comme la préinstallation de dépendances ou la prise en charge d'un autre langage. Du côté de Azure Kubernetes Fleet Manager, deux nouvelles fonctionnalités font leur apparition dans le cadre de la planification étendue. La première, les remplacements d'attributs à l'échelle du cluster. En effet, au niveau du cluster, les opérateurs peuvent utiliser le paramètre Cluster Resource Override pour définir les règles basées sur des étiquettes de cluster, en spécifiant les modifications à appliquer à diverses ressources à l'échelle du cluster, comme les namespaces, les rôles de cluster, les liaisons de rôles de cluster ou encore les définitions de ressources personnalisées. La seconde concerne le namespace où le paramètre Resource Override peut être utilisé pour définir des règles basées sur des étiquettes de cluster en spécifiant les modifications appliquées aux ressources telles que les déploiements, les stateful sets, les config maps, mais aussi au niveau des secrets. Continuons avec Azure Kubernetes Fleet Manager qui fournit désormais une capacité de placement de ressources intelligente qui peut prendre des décisions de planification en fonction de propriétés suivantes comme le nombre de nœuds, le coût de calcul dans les clusters, la disponibilité des ressources, par exemple. Bref, il commence peu à peu à faire votre travail.
On change de service sans trop s'éloigner puisque nous parlons maintenant de AKS où les nœuds sont désormais compatibles Trusted Launch à la manière des VM Trusted Launch qui introduit VTPM et Secure Boot. Autre chose plutôt cool pour AKS, ça va être de pouvoir filtrer les métadonnées ainsi que les logs dans Azure Monitor Container Insight. Cette amélioration ajoute des métadonnées Kubernetes au schéma Container Logs V2, notamment pod labels, pod annotations, pod UID, image, image ID, image repo ou encore image tag. De plus, un tableau de bord Grafana est disponible pour visualiser les niveaux de journal, le volume de journal, le taux, les enregistrements, etc., permettant une analyse approfondie et une surveillance en temps réel. Passons maintenant aux bases de données. La recherche vectorielle ou vector search en anglais débarque sur Azure Cosmos DB. Cela permet à vos applications d'effectuer des recherches de similarité vectorielle à haute dimension. Vous pouvez ainsi tirer parti de scénarios d'IA avancés, notamment la recherche sémantique, le RAG, la mise en cache sémantique et la détection d'anomalies. L'équipe produit Azure Database for MySQL améliore la résilience du service puisque ceux qui ont opté pour le SKU Business Critical bénéficient des zones de disponibilité sans frais supplémentaires. Mine de rien, cette petite fonctionnalité vous offre un SLA de 4.9. Le service Azure Database for PostgreSQL n'est pas en reste non plus, puisque l'accélérateur Semantic Ranker fournit des scripts de déploiement automatisés que vous pouvez utiliser pour provisionner un modèle de classement sémantique en tant que point de terminaison d'inférence Azure Machine Learning. Il comprend également des fonctions SQL définies par l'utilisateur pour PostgreSQL que vous pouvez utiliser pour intégrer le modèle de classement sémantique dans vos requêtes SQL. Ce n'est pas tout côté Azure Database for PostgreSQL qui supporte maintenant l'extension Oracle FDW. Perso, je ne connaissais pas et en fait c'est un wrapper des données qui permet d'accéder facilement à vos bases de données Oracle via des tables étrangères. Les pools d'instances sont désormais disponibles sur Azure SQL Manage Instance. Elles offrent un moyen de déployer des instances idéales pour les petites instances lors de la migration de SQL Server vers Azure ou lors de l'exécution de votre flotte Azure SQL Manage Instance existante. Vous pouvez aussi redimensionner un pool d'instances ou l'utiliser pour contenir des instances de différentes tailles ou encore déplacer des instances vers ou hors vos propres pools. Alors, Azure Arc s'enrichit avec l'arrivée de Jumpstart Drops. Ce lancement introduit de nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment un assistant de création de drops pour des contributions transparentes, un étiquetage amélioré pour une navigation améliorée et diverses améliorations de l'interface utilisateur inspirée des commentaires des utilisateurs. Bon, ne connaissant pas Azure Arc, ou en tout cas l'utilisant très très peu, je ne sais pas réellement à quoi cela correspond, pour être très honnête. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce n'est pas tout pour Azure Arc, puisque l'équipe produit propose un nouveau Jumpstart, à savoir le Jumpstart Agora Contoso Hypermarket. Vous aurez repéré le mot Contoso. Il vous permettra de voir comment les services Azure Arc et Azure AI favorisent la transformation numérique dans le secteur de la vente au détail. Ce use case est parfait pour les applications de nouvelle génération telles que l'analyse des acheteurs basée sur l'IA pour obtenir des informations en temps réel ou la vision par ordinateur pour une efficacité accrue des magasins et la gestion prédictive des stocks avec Microsoft Copilot. Bref, un excellent test pour tester Azure Arc pour de vrai. Microsoft annonce un nouveau service, à savoir Azure Local. Alors, Azure Local étant Azure l'infrastructure appartenant aux clients, ce qui permet l'exécution locale d'applications modernes et traditionnelles dans des emplacements distribués. Cette solution offre une expérience de gestion unifiée sur un plan de contrôle unique et prend en charge un large éventail de matériel validé provenant de partenaires Microsoft approuvés. On peut d'ailleurs mentionner que Azure Stack HCI fait désormais partie d'Azure Local. Passons maintenant à Azure Event Grid où deux nouvelles fonctionnalités débarquent. La première avec la prise en charge des points de terminaison webhook dans les topics des namespaces qui permet une livraison push efficace et fiable au webhook
élargissant ainsi les possibilités d'architecture et d'intégration pilotées par les événements. La seconde, la prise en charge des noms de domaine personnalisés dans le broker MQTT d'Azure EventGrid, qui permet d'attribuer vos propres noms de domaine aux points de terminaison MQTT et HTTP au sein de vos espaces de noms Azure EventGrid. L'idée derrière est d'améliorer la sécurité et de simplifier la configuration du client. Passons maintenant côté Azure Logic Apps qui annonce la prise en charge des templates qui sont des solutions de workflow prédéfinies pour répondre à une variété de scénarios d'intégration allant des transferts de données simples aux automatisations complexes et aux processus pilotés par les événements. Avec eux, les développeurs peuvent exploiter une bibliothèque croissante de modèles prédéfinis pour démarrer de nouveaux projets sur Azure Logic Apps. Et ce n'est pas tout concernant Azure Logic Apps, puisque l'équipe produit annonce une fonctionnalité très intéressante, à savoir les slots de déploiement, comme ceux que vous pouvez retrouver sur App Service. Ça vous apportera plusieurs avantages, comme une livraison continue sans aucun temps d'arrêt, la possibilité d'avoir plusieurs versions de votre application pour effectuer des tests sans avoir besoin de tout casser, et ça, j'aime beaucoup. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle côté Logic Apps qui prend désormais en charge les builds et les déploiements de workflow de manière automatisée via Azure DevOps. Vous pouvez ainsi rationaliser le processus de déploiement de vos applications, garantissant la cohérence et l'efficacité dans tous les environnements. On n'arrête pas une équipe qui gagne, on continue avec Azure Logic Apps qui accueille les comptes d'intégration premium. Alors avec le compte d'intégration premium, vous pourrez gérer facilement des processus EDI, AS2 et XML complexes soutenus par des fonctionnalités de sécurité robustes telles que l'intégration de réseaux VNet pour protéger vos données. Cette offre est optimisée pour des performances optimales permettant aux organisations de rationaliser leur processus métier tout en garantissant la conformité. Moi, je me souviens que il y a quelques années, j'étais chez un client qui avait justement des processus EDI et qui n'étaient pas supportés par Logic Apps. Donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette fonctionnalité pourrait m'être très utile si j'étais encore chez le client. Parlons à présent de Azure Backup qui propose désormais un stockage Worm au niveau des backups stockés dans Azure Recovery Service Vault. Cela garantit qu'une fois qu'un point de récupération est créé, ce dernier ne peut pas être supprimé tant que sa période de rétention n'est pas expirée. Pour rappel, Worm signifie Write Once, Read Many, c'est-à-dire une seule écriture et plusieurs lectures. Il y a quelques semaines, nous parlions à ce micro même de Azure Extended Zones. Alors, pour rappel, ce sont des extensions d'Azure placées dans des métros, des centres industriels ou une juridiction spécifique pour traiter les charges de travail de résidence des données et bien sûr à faible latence. Eh bien, sachez qu'elle débarque dans la zone métropolitaine de Los Angeles. Là, je vais évoquer une annonce qui concerne plusieurs services Azure comme App Service, ACA, Azure Functions, AKS ou encore Azure Signalaire. Pour ne citer que, sachez que la version 9 de .NET débarque sur de nombreux services PaaS. Voilà, ça m'évitait de faire une annonce par service, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les utilisateurs de Azure Bastion vont être ravis puisque le SKU Premium débarque en JA. Alors évidemment, pas de peur à avoir pour ceux qui ont d'autres SKU mais qui souhaitent le conserver. On parle ici de fonctionnalités supplémentaires comme se connecter au Bastion depuis un private endpoint ou encore la possibilité d'enregistrer toutes les sessions de VM via ce nouveau SKU. Nous n'avions pas parlé de stockage jusqu'à présent, mais sachez que le niveau d'accès cool débarque sur Azure NetApp Files pour les volumes volumineux. Et quand je dis volumineux, on parle de volumes allant de 50 Tera jusqu'à 2 pétaoctets de données sur demande. Bref, vous allez pouvoir stocker votre collection de photos de l'espace sans aucun souci. L'annonce suivante va concerner les utilisateurs de Azure App Service puisque la fonctionnalité Sidecar fait son apparition. Alors, cette dernière permet aux développeurs de tirer parti de divers scénarios d'extensibilité tels que la surveillance, la journalisation, la mise en cache et la mise en réseau sans apporter de modifications complexes au code applicatif. Et ça, c'est top. D'ailleurs, nous allons continuer à parler stockage avec le service Azure Container Storage.
En effet, le service est agrémenté de mises à jour améliorant les performances et la fiabilité pour prendre en charge même les applications conteneurisées les plus exigeantes. Cela inclut notamment des optimisations au niveau des performances disques éphémères pour améliorer les IOPS en lecture, mais aussi en écriture. Passons maintenant à Azure API Management pour terminer les annonces en JA. Une nouvelle stratégie fait son apparition dans APIM, à savoir GenAI Gateway Token Quota Policy, pour aider à gérer efficacement la consommation de jetons lors de l'expérimentation des modèles LLM. Oui, pour rappel, euh, sur Azure OpenAI, vous êtes facturé au token. Donc plus vous en consommez, plus vous paierez. Et là, vous avez cette fonctionnalité directe dans APIM. Donc cette fonctionnalité vous offre notamment des quotas flexibles, car vous pourrez définir des limites sur une base quotidienne, hebdo ou mensuelle. Vous pourrez aussi mieux gérer vos coûts en ajoutant des quotas. Toujours côté API, mais plus particulièrement côté Azure API Center, où l'analyse des API fait son apparition. Cette fonctionnalité permet d'examiner automatiquement vos définitions d'API, vérifiant qu'elles correspondent au style et aux normes de qualité de votre entreprise. Cela s'active facilement sans aucune configuration ni maintenance manuelle. On continue avec API, où l'équipe produit annonce la synchronisation entre Azure API Management et Azure API Center. Cette intégration combine la gouvernance robuste d'API Center avec les puissantes capacités de gestion d'API Management, offrant ainsi une solution unifiée pour la gestion du cycle de vie de vos API. Cette synchronisation permet une découverte d'API simplifiée, un suivi centralisé et une gouvernance améliorée sur les API de votre entreprise. Ce n'est pas tout côté API, mais avec la prise en charge étendue des modèles GPT-4o dans toutes les stratégies d'IA générative dans Azure API Management. Plusieurs policies peuvent être appliquées comme l'Azure OpenAI Token Limit Policy, l'Azure OpenAI Emit Token Metric Policy ou encore l'Azure OpenAI Semantic Caching Policy. Mais ce n'est pas la dernière bonne nouvelle côté APIM, puisque les passerelles d'espace de travail partagé débarquent à leur tour. Et mine de rien, cette fonctionnalité n'est pas anodine car elle introduit la possibilité d'associer plusieurs espaces de travail à une seule passerelle d'espace de travail, offrant ainsi un moyen économique de fédérer la gestion des API. Écoutez, nous en avons terminé pour les annonces en JA. Je reprends mon souffle et nous partons sur les annonces en preview. Les utilisateurs de Custo, que vous pouvez retrouver dans Azure Data Explorer, Microsoft Fabric ou encore dans Log Analytics, vont être contents puisque deux nouveaux opérateurs graphiques, à savoir Graph Shortest Path et Graph Mark Components, font leur apparition. Le premier est conçu pour rationaliser le processus de recherche des chemins les plus courts entre les nœuds d'un graphique. Il identifie efficacement les itinéraires les plus courts entre un ensemble de nœuds sources et un ensemble de nœuds cibles. Quant au second, il est conçu pour marquer tous les composants connectés d'un graphique et attribuer à chaque nœud un identifiant de connexion unique. Un autre service qui est toujours en preview, à savoir Azure Compute Fleet, qui propose désormais le déploiement multirégional. Alors, pour rappel, Azure Compute Fleet permet de scaler jusqu'à 10 000 VM en fonction des besoins que vous avez. Cette nouvelle fonctionnalité élimine les contraintes de dépendance régionale, permettant à vos applications de prospérer partout où la demande est présente. Vous pouvez désormais spécifier la capacité cible requise en spécifiant jusqu'à 3 régions de votre choix pour qu'Azure réponde à vos besoins de capacité en combinant des VM standards mais aussi des VM spot. On continue avec Azure Compute Fleet où la sélection de VM basée sur les attributs est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de configurer les exigences de votre instance sous forme d'un ensemble d'attributs de VM comme la mémoire, les vCPU ou encore le stockage, à la place de taille de VM explicitement choisie habituellement. Alors, côté Azure Functions maintenant, où le Aspire.NET fait son apparition. Alors, l'idée de permettre aux développeurs de créer rapidement et facilement des applications natives cloud. Alors, ce n'est pas tout, puisque le package NugetAspire.hosting.azure.functions
vous permet de référencer des projets Functions à partir de projets hôtes d'applications Aspire. Vous pouvez ensuite utiliser des intégrations Aspire supplémentaires pour configurer des déclencheurs et des liaisons dans différents services Azure comme Azure Blob, Azure Queue, Azure Event Hub ou encore Azure Service Bus. On continue sur Azure Functions qui prend désormais en charge la création d'une ressource OpenAI et d'un magasin de vecteurs Azure AI Search pour la création d'applications intelligentes dans l'expérience du portail de consommation Flex dont nous parlions tout à l'heure. Sachez que vous pouvez créer des applications intelligentes à l'aide des kits SDK Azure OpenAI natifs ou utiliser les liaisons Azure Function OpenAI mises à jour pour démarrer le développement des scénarios comme la liaison d'entrée pour discuter avec des modèles LLM, l'ingestion de données avec des liaisons de functions ou encore une liaison d'entrée qui prend une invite ou un contenu et renvoie une réponse de LLM. Mais il y a plein d'autres, alors jetez un œil à la doc pour connaître tout ce qu'il est possible de faire. Côté Azure VM, de nouvelles VM confidentielles basées sur les séries DCA, ECA V6 débarquent. Ces VM bénéficient notamment d'un chiffrement matériel garantissant que la mémoire écrite par votre VM ne peut être lue ou réécrite que par votre VM. La série DCAS V6 est à usage général, tandis que la série ECAS V6 est plutôt orientée pour les charges de travail nécessitant une optimisation au niveau de la mémoire. Du côté de Virtual Machines, Scale7, des métriques personnalisées pour les mises à niveau progressives font leur apparition. Celles-ci peuvent être utilisées pour indiquer à l'ensemble des VM l'ordre dans lequel elles doivent être mises à jour lorsqu'une mise à niveau progressive est déclenchée. Les métriques personnalisées peuvent également informer vos instances lorsqu'une mise à niveau doit être ignorée sur une instance spécifique. Cela vous permet d'avoir plus de contrôle sur l'ordre et le processus de mise à jour lui-même. Décidément, Virtual Machine Scale7 est à l'honneur de cet Ignite puisque j'ai encore une fonctionnalité qui augmente le succès de création et de suppression des VM. La création et la suppression résiliente initie la récupération automatique après un échec, que ce soit un échec de création ou de suppression, en effectuant de nouvelles tentatives à votre place, ce qui est plutôt sympa. Allez, partons un peu sur la brique conteneurisation, où il y a pas mal d'infos en preview. Alors, l'équipe produit de Azure Container Apps propose désormais une maintenance planifiée. Cette dernière permet de définir le moment où vous souhaitez appliquer les mises à jour non critiques afin de minimiser les temps d'arrêt. Il suffit de spécifier un jour de la semaine, une heure de début dans le fuseau horaire UTC et une durée. Toujours sur ACA où les private endpoints débarquent. L'idée est ainsi de consommer ces environnements au travers d'une adresse IP privée. Et cerise sur le gâteau, vous pourrez même utiliser le PE en étant derrière un Azure Front Door. On continue avec ACA où les GPU serverless font leur apparition et sont parfaits pour exécuter des charges de travail d'IA. D'ailleurs, les GPU offrent une excellente option de couche intermédiaire entre les API sans serveur d'Azure AI Model Catalog et les modèles d'hébergement sur le calcul géré. Au démarrage, vous aurez le choix entre les GPU NVIDIA A100 ou les GPU NVIDIA T4. Le service AKS se dote d'un nouvel algorithme qui permet de configurer les mises à niveau de sorte que si un nœud est bloqué, AKS utilise toute sa capacité de surtension pour continuer à mettre à niveau d'autres nœuds en étiquetant le nœud bloqué comme étant en quarantaine. Il faut savoir que les messages d'erreur d'échec sont mis à jour pour refléter avec précision l'état après la mise à niveau. Ce n'est pas tout côté AKS puisque le service introduit un dashboard de sécurité. Vous pouvez désormais bénéficier d'une visibilité complète sur les vulnérabilités de l'environnement d'exécution et de l'hôte dans votre cluster AKS. Ce dashboard offre d'une part une visibilité granulaire sur les évaluations de la posture du conteneur comme l'évaluation des vulnérabilités, la conformité, les meilleures pratiques de sécurité, les corrections CVE, et d'autre part des informations de sécurité exploitables au niveau du cluster sans que l'administrateur du cluster n'ait à quitter le portail AKS. Et ça, c'est quand même super pratique d'avoir tout sous la main. Ce n'est pas tout puisque l'auto-instrumentation est désormais disponible sur AKS.
Alors, cette dernière permet à Application Insight de rendre la télémétrie, comme les métriques, les requêtes et les dépendances disponibles dans votre ressource Application Insight. Cela est rendu possible grâce à l'injection automatique de la distribution Azure Monitor OpenTelemetry dans vos pods d'application pour générer la télémétrie de surveillance de vos applications. Encore et toujours sur AKS avec la fonctionnalité AKS automatique qui sélectionnera désormais de manière dynamique une référence de VM appropriée pour le pool de nœuds système en fonction de la capacité disponible dans votre abonnement Azure. Faisons maintenant un tour côté Azure Kubernetes Fleet Manager, où l'équipe produit annonce la prise en charge de la mise à niveau automatique qui fournit un déclencheur automatisé pour les exécutions de mise à jour en fonction de nouvelles versions de Kube ou d'images de nœuds publiées sur Azure. Grâce à cela, les administrateurs peuvent créer plusieurs profils de mise à niveau automatique pour leur flotte afin de capturer des combinaisons de mise à jour de versions de Kube et d'images de nœuds. Parlons maintenant d'un service dont on n'en entend jamais parler et je suis presque étonné de voir une annonce dessus, à savoir Azure Container Instance. En effet, ce dernier voit débarquer les Standby Pools qui permet d'avoir des pools de secours entièrement pré-provisionnés, initialisés et prêts à recevoir des charges de travail à tout moment. Passons maintenant sur Azure Cosmos DB avec une API de données pour Azure Cosmos DB for MongoDB. Cette dernière offre un moyen flexible d'interagir avec votre base de données via des appels d'API basés sur HTTP. Toujours côté Azure Cosmos DB qui s'intègre de plus en plus à vos applications d'IA avec 3 nouvelles fonctionnalités. La première, Full Text Search, qui permet d'effectuer des recherches de texte efficaces sur vos données avec des fonctionnalités d'analyse de texte avancées, notamment la tokenisation et la recherche de radicaux. La deuxième, BM25 Text Ranking, qui améliore la pertinence de votre recherche de texte avec le classement BM25, qui prend en compte la fréquence des termes, la longueur du document et l'importance des termes pour trouver les documents les plus pertinents dans une recherche de texte. Et enfin, la troisième, Hybrid Search, qui permet de combiner vos recherches vectorielles avec le classement de texte basé sur BM25, dont nous venons de parler, pour des résultats extrêmement précis et contextuellement pertinents. Ce n'est pas tout côté Azure Cosmos DB, car DiskAN débarque aussi sur la partie MongoDB en mode vCore. Alors, DiskAN vous permet d'effectuer des recherches vectorielles à grande échelle, tout en réduisant l'utilisation de la mémoire jusqu'à 10 fois par rapport à d'autres algorithmes comme IVF-FLAT et HNSW, ce qui rend les moteurs de recommandation, la détection des fraudes et d'autres applications d'IA plus performantes. Nous n'en avons pas fini avec Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore qui propose les flux de modification. Alors, cette nouvelle fonctionnalité vous permet de suivre les mises à jour, les insertions et les suppressions en temps réel dans vos collections de bases de données, ce qui est génial pour les applications pilotées par les événements. Décidément, toujours sur Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore avec la mise à l'échelle automatique qui va permettre à votre base de données de s'adapter aux changements de demande et aux pics de charge sans attendre. On ne s'arrête encore pas avec Azure Cosmos DB for MongoDB en mode vCore, car l'équipe produit annonce la prise en charge du RBAC pour accorder à des utilisateurs secondaires des privilèges de lecture et d'écriture. Ainsi, les administrateurs peuvent attribuer des rôles spécifiques aux utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux bases de données secondaires, garantissant ainsi qu'ils peuvent effectuer des opérations de lecture nécessaires sans compromettre l'intégrité des données principales. Alors, les utilisateurs Linux et Mac qui utilisent Azure Cosmos DB vont être ravis puisque l'équipe produit propose un émulateur Azure Cosmos DB qui leur permettra d'émuler une base de données Azure Cosmos très rapidement pour du dev ou des phases de test. Ce n'est pas tout, puisque une nouvelle extension VS Code pour Azure Cosmos DB fait son apparition. Vous pouvez désormais connecter, interroger et gérer vos ressources Azure Cosmos DB directement dans VS Code. Est-ce que c'est pas génial tout ça? La fonctionnalité NSP, c'est-à-dire Network Security Parameter, débarque sur Azure Cosmos DB.
Pour en avoir parlé il y a peu, un NSP définit une limite autour d'un groupe de ressources fournissant un accès de confiance implicite entre chaque ressource. On continue avec Azure Database for MySQL où la version 8.4 de MySQL est désormais disponible. Alors vous profiterez ainsi des dernières optimisations de performance, des améliorations de sécurité et des fonctionnalités d'intégration Azure entièrement prises en charge et à long terme, parce que c'est une version LTS. En gros, cette nouvelle version vous permet de bénéficier de mises à jour continues, de minimiser les interruptions et de vous aider à maintenir une infrastructure résiliente. Et ce n'est pas tout, puisque toujours côté Azure Database for MySQL, la version 9.1 de MySQL Innovation est désormais prise en charge. Passons à Azure Database for PostgreSQL, où les utilisateurs vont pouvoir maintenant créer des snapshots physiques. Alors, cette fonctionnalité complète les sauvegardes automatisées planifiées proposées par le service, tout en ajoutant la flexibilité de supprimer les sauvegardes à la demande pour vous aider à gérer efficacement les coûts. Ce n'est pas tout, puisque l'équipe produit annonce également la prise en charge de Apache AGE. Alors cette fonctionnalité permet de tirer pleinement parti d'un ensemble puissant d'outils de base de données de graphes à l'aide des fonctionnalités d'entreprise robustes d'Azure Database for PostgreSQL. Apache AGE vous permet d'aller au-delà des modèles d'application RAG de base vers Graph RAG optimisé par Azure Database for PostgreSQL. Toujours sur ce service avec un nouvel accélérateur de solutions qui intègre GraphRag aux fonctionnalités de requête graphique PostgreSQL, fournissant une plateforme GraphRag complète avec un nombre minimal de composants de plateforme. Il utilise également un classeur sémantique pour améliorer la pertinence, l'extension Apache AGE dont on parlait pour les requêtes graphiques et l'extension Azure AI pour l'intégration avec Azure AI Service, y compris Azure OpenAI. Autre nouveauté côté Azure Database for PostgreSQL avec l'introduction des clusters élastiques pour la mise à l'échelle horizontale qui s'appuie sur le partitionnement basé sur les lignes et basé sur les schémas. La dernière annonce concernant Azure Database for PostgreSQL permet de s'authentifier à un compte de stockage grâce à l'identité managée de votre instance Postgre. Cette nouveauté s'appuie sur l'extension PG Azure Storage qui vous permet d'importer ou d'exporter des données depuis ou vers un compte de stockage. Un nouveau service de cache fait son apparition, à savoir Azure Managed Redis, qui, comme son nom l'indique, vous propose une version complètement managée de Redis. Alors, nous n'avons pas beaucoup de détails, si ce n'est que 4 niveaux seront proposés avec un SLA allant jusqu'à 5.9. Nous ne pouvions pas faire un Ignite sans parler de Azure SQL Database, qui permet dorénavant de définir un NSP, comme nous en avons parlé tout à l'heure, pour Azure Cosmos DB. L'équipe produit de Azure SQL Managed Instance annonce le mirroring avec Microsoft Fabric. Alors cette mise en miroir réplique vos données en temps quasi réel directement dans Fabric OneLake. Et si vous vous posez la question de pourquoi, sachez que cela vous permet d'éviter le processus d'extraction, transfo et chargement, donc de l'ETL, complexes qui sont parfois un peu compliqués à mettre en œuvre. Alors, le service Microsoft DevBox s'agrémente de plusieurs nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, la personnalisation d'équipe où les lead dev peuvent créer des configurations basées sur des projets pour l'ensemble de leur équipe, avec les outils, les packages et les paramètres dans un seul fichier de configuration. Ensuite, la prise en charge de l'exécution en tant qu'utilisateur pour les personnalisations d'équipe qui permet au chef d'équipe d'exécuter des personnalisations en tant qu'utilisateur pour davantage de boîtes de développement prêtes à coder. Ou encore la personnalisation et l'imagerie de DevBox qui prennent désormais en charge les secrets et les variables, ce qui permet aux équipes de réutiliser les secrets centralisés stockés dans Azure Key Vault, les dépôts privés ou des serveurs d'artefacts privés. Bref, il y a d'autres annonces sur DevBox, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça serait trop long à toutes les évoquer. Le service Azure Deployment Environment profite aussi de l'Ignite pour évoluer avec plusieurs nouveautés à son actif. La première qui propose une intégration améliorée avec Azure Developer CLI, où il sera désormais possible d'utiliser des outils infrastructure as code de votre choix et ainsi déployer votre code. On parle aussi de la prise en charge de la suppression forcée d'un environnement lorsque celui-ci est en échec ou que le modèle d'infrastructure as code de sauvegarde n'est plus disponible.
Et enfin, des réseaux privés pour les runners. Vous pourrez configurer un réseau privé pour un runner lors du déploiement d'environnement, ce qui leur permet de contrôler la connectivité réseau avec par exemple l'aide de règles firewall. Parlons maintenant d'un service qui est toujours en preview. Je parle de Microsoft Playwright Testing, qui prend désormais en charge le testeur NUnit. Alors, pour ceux qui, comme moi, le découvrent, NUnit est un framework de test unitaire compatible avec Visual Studio ou Selenium WebDriver, par exemple. Sachez donc, amis développeurs, que vous allez pouvoir exécuter de manière transparente des tests basés sur NUnit avec Microsoft Playwright Testing pour rationaliser les flux de travail d'intégration continue avec un tableau de bord unifié et des navigateurs cloud évolutifs. Un service dont je n'ai pas parlé depuis un petit bout de temps, à savoir Azure Migrate, qui propose la fonctionnalité Azure Migrate Business Case. Cette dernière permet aux clients de créer une comparaison détaillée du TCO de l'environnement on-prem par rapport au TCO sur Azure, ainsi qu'une analyse des flux de trésorerie d'une année sur l'autre au fur et à mesure de la transition de leur charge de travail vers Azure. Ainsi, pour ceux qui envisagent de migrer ou qui cherchent à savoir combien cela pourrait coûter d'aller sur Azure, vous pouvez le faire assez facilement. Cela permet aussi d'estimer les coûts si vous passiez la gestion de vos ressources via Azure Arc en bénéficiant par exemple des différents outils comme Defender for Cloud, Azure Monitor ou encore Azure Update Manager, tout en bénéficiant des mises à jour de sécurité étendues. Alors, tout comme tout à l'heure pour les annonces en JA, Azure Event Grid propose deux nouvelles fonctionnalités en preview. La première, la prise en charge de la distribution entre locataires vers Event Hub, Service Bus et les files d'attente de stockage à l'aide d'une identité gérée avec des informations d'identification d'identité fédérée qu'on appelle FIC. La seconde, le transfert de rubrique d'espace de nom à rubrique d'espace de nom, qui permet un transfert transparent des événements entre les rubriques hébergées dans le même espace de nom ou dans des espaces de nom différents, ce qui va simplifier le routage et la gestion des événements. Bon, pour être très honnête, n'étant pas un utilisateur régulier d'EventGrid, je ne sais pas vraiment à quoi cela correspond, mais au moins maintenant vous savez que cela existe. Du côté de Azure Logic Apps, les fonctionnalités d'IA dans le plan Consumption font leur apparition. Cette version apporte des fonctionnalités avancées basées sur l'IA qui permettent aux utilisateurs de tirer parti des capacités de l'intelligence artificielle, de traitement de documents, de recherche et de langage dans Logic Apps au travers de différents connecteurs comme avec le connecteur Azure AI Search, le connecteur Azure OpenAI ou encore le connecteur Forms Recognize. Azure Logic Apps continue son expansion puisque vous pouvez désormais effectuer des déploiements hybrides, que l'on parle de déploiement de workflow sur Azure, ce qui n'est pas vraiment nouveau, mais surtout vous allez pouvoir effectuer des déploiements de workflow Logic Apps directement dans vos environnements on-premise. Et je vous entends déjà dire, mais quelle est cette diablerie? En fait, cela est rendu possible grâce à Azure Arc et plus particulièrement Azure Arc Enabled on Azure Kubernetes Service. Changeons de service. Le soft delete pointe le bout de son nez au niveau des recovery vault pour Azure Backup, ce qui vous permet de récupérer des données de sauvegarde même après leur suppression. Sachez que les données sont récupérables par défaut pendant 14 jours. À présent, parlons un peu de Linux où l'Azure Security Baselane for Linux, évidemment, offre une surveillance améliorée de l'état de conformité des charges de travail. Elle offre des informations de conformité plus précises et détaillées comme une expérience de conformité améliorée avec un état plus précis, des informations détaillées sur l'état de conformité, un moteur entièrement open source pour la conformité et la correction, ou encore des fonctionnalités de correction automatique par rapport à la base de sécurité. Bref, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Une information qui concerne Azure sans être un service Azure, c'est la possibilité de faire du hot patching pour ceux qui déploieraient Windows Server 2025. On parle ici des éditions standard et data center. Cela implique que vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre serveur lors du déploiement de mise à jour de sécurité, qui ne nécessite évidemment pas de redémarrage. Le service Azure DNS que nous évoquons plutôt rarement bénéficie d'une nouvelle fonctionnalité Fallback to Internet on Private DNS Zone. Alors, la propriété Resolution Policy
permet d'activer la récursivité publique via la résolution récursive d'Azure lorsqu'une réponse NX-domain faisant autorité est reçue. Alors pour rappel, la réponse NX-domain, c'est quand le nom de domaine interrogé n'existe pas. Donc cette propriété s'appuie sur la stratégie NX-domain redirect, et le programme de résolution utilise le QName du point de terminaison public comme étiquette de requête chaque fois qu'une réponse NX-domain est reçue en provenance de Private Edge pour cette étendue de zone privée. Mais attention, cette stratégie est disponible uniquement pour les zones de DNS privées associées aux ressources du Private Link, ce qui est déjà quand même pas mal. On continue avec Azure DNS qui propose désormais la Policy DNS Security. Alors, celle-ci offre la possibilité de filtrer les requêtes DNS au niveau du VNet. Vous pouvez autoriser, alerter, voire même bloquer la résolution de noms de domaine connus ou qui sont malveillants et obtenir un aperçu de votre trafic DNS. Des journaux DNS détaillés peuvent être également envoyés vers un compte de stockage, un workspace Log Analytics ou vers Event Hub. Toujours sur Azure DNS qui prend désormais en charge le Domain Name System Security Extensions qu'on retrouve sous l'acronyme DNSSEC. Alors, pour ceux qui se posent la question quand même, car je ne connaissais pas non plus, DNSSEC est une suite d'extensions DNS qui ajoute de la sécurité au système de nom DNS et il propose plusieurs avantages comme une sécurité renforcée. En effet, DNSSEC empêche les attaquants de manipuler ou d'empoisonner les réponses DNS, garantissant ainsi que les utilisateurs sont redirigés vers les bons sites web, mais aussi une intégrité des données en signant les données DNS. Il garantit donc que les informations reçues d'une requête DNS n'ont pas été modifiées pendant le transit. Et enfin, DNSSEC fournit une chaîne de confiance depuis les serveurs DNS racines jusqu'à votre domaine, vérifiant l'authenticité des données DNS. Une nouvelle fonctionnalité débarque au sein du Azure Private Link, à savoir le Network Security Perimeter, donc le NSP, celui dont on parle depuis tout à l'heure. L'idée de celle-ci est de faire définir une limite d'isolation réseau logique pour des ressources PaaS qui sont déployées en dehors de leur réseau virtuel. Pour faire simple, c'est limiter l'accès du réseau public aux ressources PaaS. Ainsi, l'accès peut être exempté en utilisant des règles d'accès explicites pour le trafic entrant et sortant public. Et évidemment, vous pourrez activer les diagnostic settings dans le cadre d'audit et de compliance. Je m'étonnais de ne pas en avoir beaucoup parlé jusqu'à présent, mais Copilot vient s'intégrer à Azure Firewall. Plus précisément, c'est Azure Firewall qui s'intègre à Security Copilot pour l'analyse des investigations détaillées sur le trafic malveillant intercepté par la fonctionnalité IDPS des pare-feux sur l'ensemble de la flotte à l'aide de questions en langage naturel. Alors, cela apporte plusieurs fonctionnalités comme la récupération. En fait, il va récupérer les principaux hits de signature IDPS pour un pare-feu, enrichir le profil de menace d'une signature au-delà des informations de journal ou encore la recherche de signature IDPS. Bref, plein de choses. Microsoft annonce un nouveau service, à savoir Azure Confidential Clean Rooms. Comme son nom pourrait le laisser à penser, ce dernier permet de partager des données sécurisées comme des infos personnelles identifiables ou des informations de santé protégées avec des partenaires. Vous l'aurez compris, ce service s'appuie sur le Confidential Computing qui protège notamment les données en cours d'utilisation en effectuant des calculs dans des environnements d'exécution de confiance, TEE, certifiés basés sur du matériel. Et nous terminons avec la dernière annonce de l'Ignite qui concerne le service API Management qui continue d'évoluer en proposant un nouveau niveau premium appelé V2. Alors, il devient ainsi l'offre la plus puissante côté APIM. Le niveau premium V2 s'appuie sur les points forts évidemment du premium classique, que l'on peut appeler maintenant V1, offrant des fonctionnalités avancées et une flexibilité accrue pour les organisations qui exploitent des programmes API robustes. Voilà, écoutez, encore un épisode Ignite qui dure près de 50 minutes. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à le partager.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je pars de suite me reposer. Merci à vous et excellente journée.